à notre confrère Gilbert Zéanandin, qui est installé à Nice, gastro-entérologue, qui va nous parler de ce sujet ô combien complexe que sont les troubles du comportement alimentaire, que nous voyons parfois en première main à nos cabinets en consultation. Bonjour à toutes et à tous. Merci Bernard, merci au comité organisationnel de CREG de m'avoir invité et d'aborder un sujet qui paraît très éloigné de la pratique gastro-entérologique et pourtant très proche. Donc celui des troubles des conduites alimentaires en hépato-gastro-entérologie. Donc j'ai souhaité aborder ce sujet de manière très pragmatique pour que nous puissions en avoir une utilité dans notre pratique. Alors je vous propose d'aborder le plan suivant, à savoir pourquoi s'intéresser aux troubles de conduite alimentaire en hépato-gastro-entérologie, avant d'aborder les différentes conséquences gastro-intestinales justement des TCA dans ce domaine-là. Alors pourquoi s'intéresser aux TCA en hépato-gastro ? Eh bien, avant de parler de ce sujet, il est important, je pense, de définir ce qu'est un TCA ou les TCA, parce que cette définition va nous permettre de comprendre la suite de cette présentation. Alors, les troubles des conduites alimentaires, ou TCA plus communément, donc répondent à la définition de maladie mentale d'abord. Elles font l'objet d'une classification syndromique qui a été révisée en 2013 par le manuel de référence international des maladies mentales, qui est coordonné par les psychiatres américains. Il s'agit d'une perturbation durable, cognitive, émotionnelle et comportementale, qui va avoir pour particularité une préoccupation pathologique pour le poids, et ou le schéma corporel, et ou la nourriture. Et ceci va avoir comme conséquence un retentissement profond, tant sur le plan somatique que psychosocial. Ici représentés les principaux TCA, donc 3 TCA typiques que sont l'anorexie mentale, qui a pour caractéristique donc une restriction alimentaire sévère, avec une peur intense de prendre du poids et une altération de la perception donc du corps et une perception vis-à-vis du schéma corporel. La boulimie comme l'hyperphagie boulimique ont pour point commun donc une perte du contrôle de l'appétit avec une consommation excessive d'aliments en un temps excessivement court, avec pour particularité de différenciation entre la boulimie et l'hyperphagie boulimique, la présence donc de manœuvres compensatoires, c'est-à-dire de manœuvres de purge dans la boulimie, alors que ces manœuvres de purge n'existent pas dans l'hyperphagie boulimique. Alors les manœuvres de purge, ce seront les vomissements la majorité du temps, mais ça peut être également des recours aux laxatifs, aux jeûnes ou à une hyperactivité sportive. Enfin, les troubles de conduite alimentaire non spécifiques que les Américains appellent les eating disorders non other specified, qui comprennent l'anorexie atypique, c'est-à-dire finalement une personne qui va conserver un poids ne choquant pas et pourtant qui a véritablement une restriction alimentaire. La boulimie ou hyperphagie boulimique faible en fréquence, c'est-à-dire qui ne répond pas à la fréquence évoquée dans la boulimie classique. La purge sans boulimie. La noctophagie, c'est-à-dire le fait de manger en pleine nuit. Et les autres troubles sur lesquels je ne vais pas m'appesantir. Alors, une méta-analyse qui a été récente en 2019, issue de l'équipe rouennaise et qui s'est intéressée à la population générale et à la prévalence des TCA, eh bien, rend compte que dans la population générale, la prévalence des TCA dans la population adulte est d'environ 8%, 6% chez les adolescents et tout âge confondu, eh bien, avoisine les 12%. Elle domine chez les femmes, plus que chez les hommes, et quand on observe l'évolution de tous les TCA sur les 20 dernières années, eh bien, on se rend compte que ça a été multiplié par un facteur 6, et plus particulièrement pour les TCA non spécifiques. Même si les TCA ont des conséquences pléiotropiques, comme hormonales ou osseuses, il y a 2 conséquences qui dominent, j'allais dire, le champ organique. Ce sont les conséquences nutritionnelles, sur lesquelles, bien sûr, je ne vais pas m'appesantir, et les conséquences digestives qui nous intéressent directement sur le sujet. Bien que la physiopathologie des TCA soit complexe,
il y a néanmoins deux facteurs importants qui sont à évoquer, mais avant ça, il est important de comprendre quelles sont les caractéristiques de ces manifestations digestives. D'abord, elles ont une prévalence excessivement élevée. Au moins la moitié de nos patients, des patients souffrant de TCA, ont des manifestations digestives. Il s'agit d'un motif fréquent de consultation, parfois le seul élément qui est visible dans le TCA. Trop peu considéré, voire banalisé, mais très impactant dans la réhabilitation nutritionnelle, c'est-à-dire dans le regain de poids. Altère significativement la qualité de vie et accentue les excès psychiques, à savoir l'humeur ou l'anxiété, et aggrave la dysmorphophobie, c'est-à-dire la perception du schéma corporel. La réversibilité est partielle, même avec l'amélioration des aspects nutritionnels et psychiques, et les séquelles parfois irréversibles, même une fois le TCA maîtrisé. Alors, je vous parlais de physiopathologie. Il y a deux éléments qui sont à considérer. D'abord, c'est la modification du profil des ingestats, quel que soit le TCA, que ce soit en restriction ou en excès. Et le deuxième facteur commun à tous les TCA, c'est le niveau de stress excessivement élevé. Autant le stress que cette modification du profil des ingestats vont avoir un impact direct sur l'axe cerveau-intestin et vont altérer autant le statut inflammatoire intestinal que des facteurs comme la perméabilité intestinale. Notre cerveau entretient des relations très étroites avec l'intestin et cet axe cerveau-intestin est médié d'une part par le système neurovégétatif, représenté entre autres par le nerf vague, mais également influe par un phénomène systémique, que ce soit métabolique, hormonal ou neuronal. Alors, on ne peut pas dissocier cet axe cerveau-intestin sans parler du microbiote qui a été largement évoqué et sur lequel je ne vais pas revenir. Mais en tout cas, ce microbiote influe le réseau neuronal intrinsèque à l'intestin, influe le profil hormonal de nos entérocytes et également agit sur le plan systémique. Et tout ceci va influer directement sur justement l'organisation de cet axe cerveau-intestin. Alors, rentrons maintenant dans ce qui nous intéresse, à savoir les conséquences gastro-intestinales. Alors, on va aborder la dysphagie fonctionnelle qui intéresse pas loin des 1/3 des patients, autant anorexie mentale que boulimie. Alors, il s'agit le plus souvent d'une dysphagie qui concerne le tiers supérieur de l'œsophage. Les mécanismes sont très divers. La plupart du temps, la dénutrition qui va entraîner une atrophie des muscles pharyngés et œsophagiens, donc ce qui va avoir comme conséquence une dysphagie, les vomissements provoqués qui vont induire donc une irritation pharyngée, voire une candidose, et l'altération de la relaxation des sphincters autant supérieurs que inférieurs de l'œsophage, avec promotion d'un reflux gastro-œsophagien qui va également influer sur cette dysphagie. Les traitements, très rapidement, sont des traitements conventionnels, mais le plus souvent, tout ceci passe par une réhabilitation à la fois psychiatrique et nutritionnelle. Le reflux gastro-œsophagien, là aussi, c'est un symptôme digestif très fréquent qui intéresse tous les TCA et qui peut se manifester qu'il y ait ou pas des manœuvres purgatoires, c'est-à-dire des manœuvres de vomissement. Tous les stades d'œsophagite peptique peuvent être observés, mais la majorité du temps, c'est-à-dire dans 2/3 des cas, la gastroscopie est blanche. Les manifestations peuvent être variables, soit un RGO typique, soit atypique. Les mécanismes, là aussi, sont multiples. Il s'agit de troubles de la motricité œsophagienne induits par le stress ou par la dénutrition elle-même, les troubles de la vidange de l'estomac et les manœuvres purgatoires. Le traitement, idem que précédemment. Le syndrome dyspeptique, il peut revêtir plusieurs visages. Douleur, pesanteur, ballonnement, digestion lente. Les mécanismes, là aussi, sont peu connus, mais multiples. La dénutrition protéique, ainsi que les différents carences en micronutriments qui vont induire une amyotrophie du muscle viscéral, avec comme conséquence une altération de la fonction musculaire et de la coordination entre pylores, et ce qui va avoir pour conséquence un retard de la vidange gastrique. Il va également avoir une atteinte des plexus myentériques, mise à contribution par les vomissements et par les ingestions de grosses quantités donc d'aliments,
une altération neuro-hormonale par rapport compulsif, avec altération justement des différentes hormones intestinales, possible altération également de la perception douloureuse à la distension et un défaut de relaxation du fundus. Et enfin, la consommation excessive en fibres alimentaires qui va également contribuer à ce syndrome dyspeptique. Les troubles intestinaux sont extrêmement fréquents. Comme vous pouvez le voir, ça concerne 3/4 à quasiment la totalité des patients. Ils peuvent être très variables, mais ils ont des conséquences. D'abord, il s'agit d'un handicap social majeur pour ces patients qui sont déjà désocialisés et accentue significativement la dysmorphophobie avec un ressenti négatif et un effet anxiogène qui va justement accentuer et aggraver les manœuvres compensatoires, c'est-à-dire un renforcement de l'hyperactivité physique, une automédication avec abus de laxatifs et des vomissements qui vont être encore plus majorés. Et enfin, ça peut également être un frein majeur à la renutrition elle-même, puisque le regain de pondéral va engendrer justement une accentuation de la dysmorphophobie. Je vais juste, m'appesantir sur deux éléments que sont la constipation. Donc la constipation, elle est très fréquente chez tous les patients en TCA, elle est extrêmement sévère. Elle est habituellement mixte, à la fois de progression et terminale, et ne pas méconnaître le fécalome, qui est un problème fréquent, facile à traiter, et qui peut rendre énormément service aux patients. Les mécanismes, là aussi, on retrouve les mêmes mécanismes que précédemment cités, à savoir la dénutrition, les perturbations électrolytiques liées au vomissement, l'atteinte du plancher périnéal, avec parfois des conséquences irréversibles, et plus particulièrement du muscle puborectal, une dysbiose qui va elle-même engendrer une constipation, et l'effet des antidépresseurs, c'est-à-dire donc un effet iatrogénique dans cette constipation. Les douleurs abdominales, diarrhée, ballonnement, la majorité du temps, ces symptômes sont en lien avec la constipation, avec une altération de la nociception viscérale, et qui peut engendrer le tout, une anxiété très élevée, ne pas méconnaître la fausse diarrhée du constipé. Quelles sont les conséquences, maintenant qu'on a abordé les conséquences gastro-intestinales, les conséquences hépatiques? Alors, il y a une conséquence qui vous paraît très facile à comprendre, c'est celle liée au surpoids, à la surcharge pondérale, qui va induire une stéatose hépatique à des stades divers, parfois sévères, pouvant aller, donc, vers des perturbations des fonctions hépatocytaires. Ceci est particulièrement le cas dans les troubles compulsifs, dans l'hyperphagie prandiale ou dans la noctophagie, c'est-à-dire le fait de consommer pendant la nuit. Par contre, il y a des conséquences hépatiques qui peuvent être induites par la dénutrition elle-même. Et justement, une méta-analyse assez récente avait rendu compte que dans l'anorexie mentale, 1/4 des patients présentent une cytolyse hépatique modérée. Une cytolyse hépatique modérée. Pas loin de 10% présentent une cholestase. Et parfois, et ce d'autant plus que l'IMC est bas, eh bien ça peut conduire vers une insuffisance hépatique sévère et parfois mortelle. Alors, quels sont les facteurs sous-jacents? Bien, vous savez que les TCA font partie de la sphère des addictions, donc il peut y avoir des addictions comme l'alcool ou des substances toxiques qui peuvent effectivement générer ces troubles hépatocytaires. Les traitements eux-mêmes peuvent avoir un effet hépatotoxique, mais il y a néanmoins deux facteurs importants. C'est d'abord la dénutrition qui va tout simplement entraîner une chute considérable du pool glycogénique au niveau hépatocytaire, et ce qui va donc entraîner une souffrance des cellules du foie, et un phénomène tout particulièrement intéressant qui est l'autophagie, c'est-à-dire l'autodigestion finalement des organites pour pouvoir, faire face aux troubles métaboliques induits par la dénutrition. Donc, c'est une survie de l'organisme face à une dénutrition qui devient sévère et qui carence l'individu au niveau de tous les métabolites. Quelles sont les conséquences sur le microbiote? Alors,
sans rentrer dans le détail, il faut juste retenir que le microbiote est profondément altéré, quel que soit le TCA. Et plus particulièrement, pas tant sur le plan quantitatif, mais plus sur le plan qualitatif. Cette altération qualitative va justement engendrer donc des conséquences sur le profil hormonal entérocytaire, mais également sur un phénomène, sur un plan systémique, avec une modulation au niveau des efférences du système neurovégétatif qui vont avoir un impact direct autant sur le plan de l'anxiété que de l'impulsivité ou de la dépression. Je vais terminer cette exposition par les conséquences des TCA en post-chirurgie bariatrique qui fait partie de la spécificité de certains d'entre vous. Vous savez que l'obésité est une maladie multifactorielle, que l'existence de certains TCA comme l'hyperphagie prandiale, les grignotages, les compulsions alimentaires ou la noctophagie peuvent prédisposer justement au développement de cette surcharge pondérale. Et on sait très bien que les régimes itératifs, à leur tour, induisent un TCA. Ce qui est important à savoir, c'est que la chirurgie bariatrique module positivement certains TCA, c'est le cas de la tachyphagie, de l'hyperphagie au cours des repas ou de la noctophagie, mais par contre, la préexistence de boulimie ou de grignotage qui n'auraient pas été repérés peuvent tout simplement être, j'allais dire, une source d'échec de la chirurgie bariatrique. Et aujourd'hui, l'échec de perte de poids dans 90% de la chirurgie bariatrique, que ce soit la sleeve ou le bypass, est lié à l'existence, à la préexistence d'un TCA qui a été souvent ignoré ou mal pris en charge. Alors, quels sont les messages importants à retenir? C'est que les troubles de conduite alimentaire génèrent une véritable rupture de l'homéostasie de l'axe cerveau-microbiote-intestin. Les conséquences intestinales sont loin d'être rares, elles sont nombreuses et altèrent la guérison quand elles ne sont pas identifiées et quand elles ne sont pas traitées. Donc, on comprend très rapidement qu'en tant qu'hépatogastro, on ne peut pas rester indifférent, j'allais dire, à l'existence d'un TCA. Donc, il faut d'abord, bien qu'on s'approprie le sujet, et deux, on ne doit pas nous-mêmes être l'instigateur du dépistage de ces TCA, même si ceci n'a pas été fait par le médecin, j'allais dire, traitant. Donc, il y a plein d'outils qui existent, entre autres un questionnaire spécifique qui est français, qui s'appelle le questionnaire SCOF, sur lequel je ne reviendrai pas, qui permettent justement de pouvoir dépister ces TCA sans perdre du temps, en l'espace de moins d'une minute. Et tout ceci aboutit finalement à la conclusion que la prise en charge des TCA est une prise en charge multidisciplinaire et qu'elle ne peut pas, j'allais dire, être uniquement le donjon psychiatrique ou le donjon du médecin traitant et que nous, gastro-entérologues, sommes tout autant intéressés par ce sujet-là que d'autres disciplines. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gilbert d'avoir accepté d'aborder ce sujet, ô combien difficile, je le répète. Je suis étonné qu'on n'en parle pas plus souvent au sein de nos cabinets de gastro-entérologie, d'autant plus que de mon expérience, je note que ces troubles digestifs que tu as largement détaillés sont souvent le motif de consultation de ces patientes, plus souvent des patientes que des patients, sous couvert d'une dyspepsie, d'un reflux, de troubles intestinaux, et qu'il y a un véritable déni du trouble du comportement alimentaire, et qu'on est très démunis parce que on peut gérer des IPP, une constipation, une diarrhée, une dyspepsie, mais à la fin de la consultation, écoutez, vous êtes bien gentil, mais il va falloir aller voir un psychiatre. Et là, ça coince en général. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que, bon, déjà, je pense qu'il faut qu'on soit sensibilisé au sujet, et c'est pour ça que je trouvais intéressant que d'aborder un sujet qui est pas finalement très commun à notre discipline. Et puis, il faut surtout, je pense que c'est un sujet qui nous emmène à être humbles
et à coopérer avec justement d'autres disciplines, que ce soit les psychiatres, les psychologues, les diététiciens, les thérapies, parce que j'ai vu qu'il y avait une session justement sur les thérapies alternatives, donc pour pouvoir rendre service à ces patients et faire face à leurs souffrances. Thierry, tu as une question, oui. Oui, en fait, merci beaucoup Gilbert, c'était vraiment très intéressant d'attirer notre attention là-dessus. En fait, c'est des symptômes extrêmement banaux qu'on voit tous les jours, le reflux, les dyspepsies, enfin tout ça c'est très banal. Donc c'est vrai que lors d'une consultation comme ça, en plus de donner des IPP, on va donner quelques conseils alimentaires pour la gastroparésie ou pour le reflux ou pour la constipation. Est-ce que tu recherches systématiquement, moi j'ai toujours l'échelle de Bristol sur mon bureau, est-ce que tu as le questionnaire, toi également, pour rechercher un trouble du comportement alimentaire que tu poses systématiquement? Comment tu fonctionnes? Parce que c'est tellement fréquent, mais c'est tellement fréquent ou juste il faut y penser? C'est quoi exactement? Comment tu fais en pratique? Alors bon, moi c'est biaisé dans le sens où effectivement les TCA font partie d'une spécificité dans ma pratique quotidienne. Mais en tant que hépatogastro qui n'a pas nécessairement une spécificité, je crois qu'il faut effectivement avoir ce questionnaire SCOF, qui est un questionnaire très simple qu'on peut éditer, qui consiste en 5 questions qui prennent moins d'une minute, comme je le disais. Et si on a le moindre doute, bien sûr, il faut savoir aborder le sujet pour ne pas, j'allais dire, choquer le patient qui peut sortir du circuit finalement médical. Eh bien, lui dire, ben voilà, écoutez, je pense que si il y a un TCA qui est sous-jacent, que vous-même vous méconnaissez, eh bien le fait de le dépister pourrait vous rendre un service beaucoup plus important dans votre prise en charge. Voilà, il faut savoir l'aborder peut-être pas dès le premier contact, peut-être lors d'un deuxième contact pour nouer ce lien qui est très important chez ces patients-là et qui va faire justement toute la différence dans la prise en charge. Bonjour. Merci, j'ai beaucoup aimé votre présentation parce qu'on n'en parle pas assez. Nous, on se rend compte, je suis à Marseille avec Marc Barthé, on fait beaucoup de traitements endoscopiques de la gastroparésie et on se rend compte que les échecs, ce sont des patients qui mangent n'importe comment et on avait sous-diagnostiqué vraisemblablement ces problèmes de comportement parce que ce qui est curieux, c'est que les patients qui ont des gastroparésies, il y a des gens très minces et des gens obèses qui disent je ne mange jamais rien, je vomis tout le temps. Bon, 120 kilos, c'est un peu bizarre. Bon. Et en fait, on en a discuté plusieurs fois avec les endocrinos. On a un collègue endocrino qui s'occupe de TCA, d'anorexie vraie. Et on s'est fait la réflexion plusieurs fois. Et à l'inverse aussi, parfois des anorexiques sont diagnostiqués anorexie, puis quand on leur fait des explorations, elles ont une achalasie, une gastroparésie. Alors on sait pas très bien qui est la poule ou l'œuf, mais ce qui est clair, c'est que même en dehors de la psychiatrie où c'est assez difficile d'envoyer les patients, on leur dit, on est obligé en pathologie digestive de voir un endocrino aussi. Alors ça passe beaucoup mieux. On essaye un petit peu maintenant, on se dit que pour les gastroparésies, il faudra faire un peu comme les parcours bariatriques en disant si vous voulez qu'on vous fasse un traitement endoscopique, peut-être qu'avant on se met un petit contrat ensemble, on vérifie comment vous mangez pour que le traitement endoscopique, qui est pas non plus une baguette magique, soit efficace et c'est une prise en charge globale et surtout une responsabilisation du patient dans sa prise en charge. Tout à fait. Moi, c'est pour ça que j'invite à tous ceux qui font de la chirurgie bariatrique, qui coopèrent dans ces circuits-là, de sensibiliser les collègues psychiatres, psychologues à vraiment centrer, j'allais dire, lors de leur primo-évaluation ou des évaluations, j'allais dire, pré-chirurgie, à axer vraiment sur cet aspect-là qui, j'allais dire, va garantir un succès ou pas de la chirurgie. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une reprise de plus en plus importante en chirurgie bariatrique au vu des échecs et de la reprise pondérale. Et ce sont des chirurgies non anodines et avec des conséquences nutritionnelles autres. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de repérer ces patients-là. Il n'y a pas d'autres questions. On a tenu les temps. Je suis étonné. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je crois qu'il y a une pause à présent.